Non loin du centre de Copenhague, dans un quartier industriel, une usine de pointe. Elle fabrique des composants métalliques pour les moteurs des porte-containers. Klaus Stab est le directeur de cette usine où travaillent 165 ouvriers qualifiés. Pour les représenter, tous ont voté pour le délégué du très puissant syndicat de la métallurgie, Ulrich Richter. À force de négocier ensemble, les deux hommes se connaissent par cœur. Rares sont les sujets de désaccord. Last time you did a strike. La dernière fois qu'on a fait grève ici, dans cette entreprise, je me souviens pas vraiment. Moi, je me souviens. Ah bon, tu te souviens? C'était il y a 5 ans. Il y a un service où tous les employés sont allés dans la cour pour faire un sitting pendant 5 minutes. Et puis ils ont repris leur poste. Si chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on fait un sitting, alors le travail n'est pas fait. Et on a tous besoin d'être payés. C'est comme un mariage. Si on n'est pas d'accord, on doit trouver un compromis. Donc vous êtes mariés d'une certaine façon? Oui, vous savez ce qu'on dit, patron heureux, salarié heureux. Une économie quasiment sans grève, dans laquelle le patron et le salarié se comparent à un couple marié. Le Danemark serait-il le pays où il fait bon travailler? Michel Jumeau est un ancien de chez Orange. Depuis 3 ans, ce Français expérimente la vie en entreprise à la danoise. Comme chaque matin, ce grand patron arrive au bureau sans voiture ni chauffeur. Même quand on est un des dirigeants d'une grande entreprise, ici on arrive à vélo? Ça se fait. Je pense que ça se fait pas mal, ouais. En tout cas, c'est très pratique. Puis ça réveille le matin. Il est à la tête de TDCnet, le premier opérateur téléphonique du pays. Pour diriger ses 2000 salariés, il a dû changer son management, tant sur le fond que sur la forme. Ils ont un rapport par rapport à la hiérarchie, en tout cas le fait d'être promu, qui est totalement inverse d'une autre. Donc, en tout cas, moi, dans ma culture, dans mon schéma, plus tu évolues vers le haut, plus tu prends des décisions, tu crées une stratégie. Au Danemark, c'est un peu différent. C'est-à-dire que plus tu montes en hiérarchie, moins tu dois quelque part imposer les choses du haut, quoi. Plus tu dois écouter, plus tu dois coacher. Donc, quelqu'un vient te voir avec un problème, tu vas dire « Ok, je comprends. Quelle est la solution que tu me proposes ?» C'est vraiment un truc que tu vas co-construire et avec le salarié. Et je me suis rendu compte dans certaines situations, il y a un peu de tension. À un moment, tu vas lever un peu le ton de la voix juste parce que tu as besoin de faire passer des messages, quoi. Il n'y a rien de grave, quoi. Ici, tu perds totalement ta crédibilité, en fait. C'est-à-dire qu'il ne t'écoute plus. Tu n'es plus crédible, en fait. Tu n'es plus crédible du tout. Le patron a donc appris à ne plus élever la voix. En revanche, une fois par mois, avec cette chorale organisée par des salariés pour tous ceux qui le souhaitent, il fait de son mieux pour chanter en danois. Il y a un effet de communion, d'équipe, de symbiose qui se crée dans ce genre d'événement, quoi. On est tous ensemble, il y a tous les métiers qui sont là, on ne se pose pas de questions, on partage un bon moment, quoi. Un certain bien-être au travail, favorisé aussi par l'autonomie des salariés dans leur journée. Accès libre, en continu, aux salles de méditation ou de sport, du moment que le travail est fait. Autonomie aussi quand il s'agit de quitter le bureau. Il est à peine 15 heures, mais pour Anders Larsen, ce jour-là, c'est déjà le moment de chercher ses enfants à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien maintenant, je range mes affaires et je vais quitter le bureau. Il dirige une 50aine de personnes. Toutes ont droit à cette même flexibilité. La flexibilité, c'est aussi important dans la façon dont je gère mes équipes. Comme ça, ils sont performants quand ils sont ici. Bien sûr, j'attends d'eux qu'ils fassent leur travail, mais ils peuvent le faire de la façon dont ça les arrange. Le jeune cadre finira ce qui lui reste à faire ce soir chez lui. Les Danois travaillent en moyenne 37 heures par semaine et affichent une des productivités les plus élevées au monde. Pour que les entreprises demeurent performantes, la direction joue la transparence avec les syndicats.
Entre la DRH et la représentante syndicale des cadres, une complicité certaine. Pourtant, ces dernières années, l'entreprise a dû faire face à plusieurs restructurations, parfois avec des licenciements. En tant qu'entreprise, nous partageons nos choix stratégiques. Allons-nous supprimer des postes, oui ou non? Combien allons-nous en supprimer approximativement? Et aussi, dans quel domaine allons-nous continuer à créer des postes? Parce que si on se réunit uniquement autour des questions très difficiles, c'est très fatigant. Mais lorsque vous pouvez aussi vous réunir pour des sujets positifs, c'est plus facile de construire un partenariat. Nous devons trouver des solutions ensemble. Parce que nous voulons aussi avoir une entreprise demain. Il ne s'agit pas que des salariés qui sont licenciés. Il s'agit aussi de nous tous qui restons dans l'entreprise. On a besoin que l'entreprise continue à avancer. Au Danemark, les conditions de licenciement sont moins contraignantes qu'en France. Et les indemnités chômage plus élevées. Les chômeurs sont aussi suivis de près dans leur recherche d'emploi. Après 6 mois sans travail, ils sont obligés d'effectuer un stage en entreprise. Dans ce grand hôtel de Copenhague, Avant de mettre ce verre à vin sur la table, on doit vérifier. Leur propreté. Ok. Antonio Di Moschi apprend à dresser une table. Pourtant, son métier, c'est masseur, mais ça lui semble normal de venir travailler dans un hôtel pour continuer à toucher son allocation, 2 200 € versés par sa caisse d'assurance chômage. Je n'ai pas l'impression de travailler gratuitement. Tout le monde paye des impôts ici. Et cet argent sert ensuite aux étudiants, aux personnes âgées ou aux gens comme moi qui ont été licenciés. Ça marche comme ça. après plusieurs mois à la maison, il est même content de remettre un pied en entreprise. Du moment que vous êtes actif, que votre esprit est occupé, vous vous sentez vraiment mieux psychologiquement que si vous restez chez vous. L'hôtel ne verse aucune indemnité à Antonio. Mais ne dites pas au directeur qu'il profite d'une main-d'œuvre gratuite. Pour lui, ce dispositif relève d'un engagement social. Je considère cela comme une obligation. En tant qu'entreprise danoise, nous devons aider les gens à retourner sur le marché du travail. Et parfois, bien sûr, cela peut aboutir à une embauche par la suite, ce qui est vraiment formidable à mes yeux. Et voilà votre double expresso. Dans un pays à l'économie dynamique, cette politique active de retour à l'emploi contribue à un taux de chômage d'environ 5%. Dans la petite ville de Frederiksværk, au nord de Copenhague, elle se décline aussi pour les jeunes. Tous les habitants de 15 à 30 ans qui cherchent une formation ou un emploi sont accueillis ici. Tu as envoyé plein de candidatures spontanées et tu n'as pas eu de réponse. Et maintenant, tu dois appeler. Mais tu ne peux pas seulement dire « Hey, pourquoi tu ne m'as pas embauché ?» La mission de Luna Lundsgaard est d'aider ces jeunes, parfois en rupture avec l'école, à définir un projet professionnel. À partir de 18 ans, ils perçoivent une allocation mensuelle de presque 900 €. En échange, ils doivent chercher un travail et participer aux réunions. Beaucoup de nos jeunes ne savent même pas par où commencer leur recherche. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aimé l'école, peut-être parce que la voie classique ne leur convient pas. Et alors, par où commencer? Ça peut être très difficile. Donc on les aide à atteindre l'objectif, mais aussi à trouver quel est leur objectif. Les jeunes Danois sont parmi ceux qui travaillent le plus en Europe. Et à l'autre bout de la pyramide, 68% des plus de 60 ans travaillent. Leif Schubert et Karsten Tonquist, 63 ans, sont coordinateurs d'équipe dans une usine métallurgique. En France, ils pourraient être à la retraite. Mais au Danemark, l'âge légal de départ est aujourd'hui fixé à 67 ans.
Je dois encore travailler 3 ans, 273 jours, 12 heures, 41 minutes et 40 secondes. Le fait de travailler, c'est aussi les collègues et l'esprit d'équipe. Ça nous permet de rester un peu plus jeunes que si on arrêtait. Regarde, on est là depuis 45 ans, toi, ça fait même 47 ans. Donc ça veut dire qu'on s'y plaît. L'âge de la retraite est même indexé sur l'espérance de vie. Il pourrait passer à 70 ans en 2040. Mais ça leur semble normal de continuer à travailler malgré une certaine pénibilité. Mais vous devez encore vous mettre à genoux. Oui. C'est pour ça que j'ai des protections sous mon pantalon. Des seniors, il y en a beaucoup dans cette usine. Pour le directeur, ils ont la cote. Ce soudeur, par exemple, à 68 ans. Ils ont un taux d'absentéisme plus bas parce qu'ils n'ont pas d'enfants en bas âge. Et si on a besoin que des gens restent plus tard le soir, parce qu'on a du travail supplémentaire à finir, eux sont toujours disponibles. Donc c'est vraiment bien. Et pour les Danois qui ont des enfants, les entreprises prennent en compte l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Kirsten Marie Christensen a 3 filles, dont une petite de 6 ans. 2 fois par semaine, cette directrice d'un syndicat de sages-femmes quitte son bureau en milieu d'après-midi. 45 minutes de trajet, et la voilà chez elle, avec la petite Vilja. Son mari est professeur d'université. Une carrière et une famille nombreuse, dirait-elle que c'est facile. Ici. Facile ? Je ne sais pas si c'est facile, mais c'est possible, je dirais. Je travaille à plein temps, mon mari aussi. Même si on travaille beaucoup, on a des horaires flexibles. Je peux travailler le soir. Mais il y a un coût, tout a un coût. Je n'ai pas eu à choisir entre mes enfants et mon travail. Mais j'ai moins de temps pour moi. Et moins d'heures de sommeil aussi, pour être honnête. Niels, Vilja, venez à table. Dîner en famille à 18h, c'est l'habitude dans les foyers danois. Cet équilibre est sans doute une des raisons qui permettent au pays d'être cité parmi les plus heureux au monde. Et avec nous, Sophie Brune, journaliste à France Télévisions et co-réalisatrice de ce reportage. Merci d'être des nôtres. Avec nous également Chantal Gamperlé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes experte en leadership et transformation d'organisation et vous êtes également l'ancienne DRH du groupe LVMH. Merci d'être des nôtres. Première question à vous, Sophie Brune. On voit dans ce reportage des Danois très heureux au travail. Est-ce que vous avez rencontré quand même au cours de votre tournage des salariés un petit peu plus critiques? Bref, est-ce que ce modèle est vraiment partagé par tout le monde au Danemark? Alors, c'est vrai que dans l'ensemble, on a rencontré des gens assez épanouis au travail. Il y a forcément des endroits où ça coince, hein. Il ne faut pas non plus être trop naïf. Mais dans l'ensemble, effectivement, on a rencontré des salariés satisfaits de l'organisation de leurs conditions de travail. Et je pense que ça s'explique notamment par la confiance, qui est un petit peu une valeur cardinale au Danemark. On a confiance dans l'autre. Le salarié a confiance en son collègue, a confiance en son patron. Le patron a confiance en son délégué syndical. Et donc ça, forcément, ça crée les conditions d'un dialogue social très, très apaisé, finalement. Un exemple qui m'a frappé pendant le reportage, si par exemple quelqu'un est malade. Alors en France, si on est malade, il faut un arrêt maladie, il faut un papier qui certifie qu'on est malade, parce que finalement, on se méfie un petit peu. Au Danemark, dans les entreprises qu'on a rencontrées, si on est malade, on appelle, on dit « je suis malade, je ne peux pas venir ». Et ça ne viendrait pas à l'idée ni du collègue ni du patron de se dire « ouh là là, c'est peut-être une excuse pour ne pas venir travailler ». Et puis je pense que l'autre explication quand même aussi de cette satisfaction, c'est cet équilibre vie professionnelle, vie privée, qui est là aussi globalement très respecté. Moi, en France, surtout quand on est cadre, quand on a des responsabilités, c'est courant de finir tard, 19h, 20h. C'est souvent bien vu de rester au bureau tard. Là-bas, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, si on est encore au bureau à 19h, déjà, on est tout seul sur le plateau. Et puis, on se dit, il a un problème, en fait. Enfin, comment ça se fait? Il est mal organisé, ou alors il a trop de travail. Mais en tout cas, c'est pas du tout valorisé comme ça peut l'être chez nous.
Chantal Gamperlé, quel regard vous portez justement sur ce mode de management et aussi sur le reportage de Sophie, bien sûr? C'est inspirant, hein? C'est très inspirant. On a envie de faire ses bagages et puis partir vivre au Danemark. Non, je pense que dans le contexte assez brutal, chaotique dans lequel on vit, où l'humain est parfois malmené, le reportage a le mérite de démontrer qu'un autre modèle est possible. Un modèle, comme vous l'avez dit, basé sur la solidarité, basé sur la confiance, des rapports de confiance, basé aussi sur l'intérêt collectif. Et ça, je pense que c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas d'ailleurs seulement de bien-être au travail, mais à mon avis, de montrer que bien-être peut marcher, peut fonctionner et donc n'est pas opposé. La bienveillance, la gentillesse, la solidarité ne rime pas avec ça ne va pas marcher. Au contraire, c'est associé à la performance. Ça, je pense que c'est un message important. Ça me fait penser d'ailleurs par certains aspects à la Suisse, dans l'idée de cette recherche du consensus, le compromis. Vous parliez de partenariat entre les syndicats, par exemple, et puis la direction d'entreprise. Il y a ce dialogue qui essaye d'éviter les grèves, cette recherche d'arriver à des solutions pragmatiques. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal. Il faut se méfier, on ne veut pas essayer de trop idéaliser. Ce qui demeure à la fin, c'est quand même l'importance qu'ont les relations au travail. Je crois que le leadership, c'est aussi cette capacité d'inspirer les salariés, c'est de donner confiance, et c'est ça qui va primer. Et ça, on le retrouve partout, on peut le retrouver partout. Alors Chantal Gamperlé, est-ce que ce modèle, il est exportable partout? Et puis pourquoi ça marche au Danemark? Parce qu'il y a ce contrat, le contrat social entre les Danois, entre l'État et les Danois, entre les Danois et l'entreprise. Pour que cela fonctionne, il faut un ensemble cohérent. Il faut un écosystème, et vous l'avez dit, il faut avoir confiance dans les institutions politiques, donc ce rapport de confiance-là. Et ça se travaille dans le temps, ça ne se décrète pas. C'est d'ailleurs comme le leadership, on ne peut pas se déclarer leader, il faut que les gens aient envie de vous suivre. Et la confiance, c'est la même chose, elle se gagne, elle se construit au fil du temps. En revanche, et je pense que c'est tout le mérite du reportage, ça peut inspirer, ça peut nous faire prendre conscience de la nécessité d'adapter un modèle qui de toute façon est challengé par les jeunes générations aujourd'hui. On a envie, les gens cherchent du sens, cherchent plus de collectif, ont envie davantage d'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie privée. Et ce modèle-là marche au Danemark. Et c'est pourquoi finalement ce mode de management, il paraît exportable, mais difficile à exporter. Difficile à exporter de toutes les raisons. Maintenant, certaines caractéristiques le sont et existent déjà dans d'autres pays. Ça, c'est certain. Et ça dépend beaucoup du secteur. Ça dépend du leadership. Encore une fois, je crois qu'on peut... Moi, j'aime bien un adage, et je l'ai vérifié dans mon expérience et dans la vie professionnelle, c'est que les gens rejoignent. On dit un quote qui dit « People join companies, but leave managers ». Ça veut dire que finalement, vous pouvez rentrer dans une société et vous quittez quand les rapports de travail ne sont pas bons. C'est le quotidien qui compte. Si vous êtes inspiré, si vous avez un rapport avec vos collègues qui est bon, si vous voyez un sens dans votre mission, vous pouvez être heureux au Danemark, en France, en Italie, en Suisse. Alors Sophie Brune, qui dit travail dit aussi bien sûr chômage. L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes intéressée aussi, on le voit dans votre reportage, à ce chômeur qui fait quelques heures alors qu'il est au chômage. On sait que par exemple en Corée du Sud, être au chômage, ou ne pas avoir d'emploi, c'est vraiment vécu comme quelque chose d'absolument honteux. Est-ce que c'est un peu la même chose au Danemark? Est-ce qu'effectivement, le chômeur danois se dit, il ne faut pas que... travailler. Voilà. Oui, effectivement, il se dit ça. En fait, j'ai eu l'impression qu'au Danemark, ce n'était pas du tout honteux d'être licencié, parce qu'on sait que ça peut faire partie d'une carrière. On accepte que la conjoncture dicte des choix aux entreprises, que les entreprises aient besoin de licencier, de se séparer de collaborateurs. Ça, c'est presque normal, ça fait partie d'une carrière. Alors qu'en France, être licencié, c'est souvent très, très douloureux. Donc, être licencié, ce n'est pas honteux, mais rester au chômage, ça, c'est quand même plutôt très mal vu. Et tout est fait dans le modèle danois pour inciter les chômeurs à reprendre le plus vite possible un travail. Il y a une politique très active pour les aider. Et là aussi, c'est assez opposé à ce qu'on connaît en France. Souvent, en France, quand on est licencié, quand on est au chômage, on dit « j'ai droit
à mes indemnisations puisque j'ai cotisé. C'est pas du tout l'idée qu'on a rencontrée au Danemark. Je me souviens qu'on avait croisé notamment un jeune qui avait une trentaine d'années, qui était assez diplômé, il avait un master, ça faisait presque 1 an qu'il était au chômage, et je lui disais, vous ne retrouvez pas de travail, est-ce que ça vous angoisse finalement ? Il m'a dit, non, angoissé, non, je peux pas dire ça, parce que je pense que je retrouverai. Mais en revanche, je me sens gênée, je me sens embarrassée de toucher une allocation chômage alors que j'ai fait des études, alors que finalement la société danoise m'a permis de faire ces études et maintenant je devrais rendre. Il se sentait un petit peu profiteur finalement. Donc oui, effectivement, être chômeur, c'est un petit peu honteux. Chantal Gamperlé, on le voit un petit peu en filigrane dans ce que dit Sophie. Ce modèle, ce mode de management, il a aussi un revers de la médaille. On sait que par exemple les entreprises danoises ont une certaine facilité à licencier, à embaucher. Du coup, effectivement aussi. Il y a d'autres, comme ça, aspects un peu plus revers de la médaille, un prix à payer, comme on dit. Le prix à payer au sens littéral, il existe, puisque finalement, le taux d'imposition est l'un des plus élevés d'Europe, ce qui n'est pas vécu, il me semble, comme un problème, puisqu'encore une fois, la population y voit des vertus, y voit un sens. Et on trouve un financement, finalement, de compensation sociale et sociétale. Ce qui peut être, et ça m'a interpellée en voyant le reportage, qui peut être une autre caractéristique, c'est qu'il y a un tel mode d'autogestion et de collectif que si l'on n'y participe pas, même si les activités sont très sympathiques, enfin chanter dans une chorale, prendre ses repas en commun, c'est plutôt, on se dit c'est plutôt sympa. En revanche, si c'est une obligation, ça peut être une sorte ça peut peser, ça peut être une coercition également. Alors Sophie Brune, dans votre reportage, on voit aussi ces jeunes Danois qui sont en recherche d'emploi, mais il faut savoir que le Danemark, les Danois sont ceux qui ont le taux d'emploi le plus élevé d'Europe. Comment vous l'expliquez ? C'est aussi certaine mobilité. On voit dans le sujet, elle voulait travailler dans un domaine, mais non, finalement, elle va faire tout autre chose, la jeune femme. Il y a beaucoup de flexibilité tout au long de la carrière et ça commence très jeune. Alors, je pense que les Danois, culturellement, sont habitués à travailler très jeunes, très très jeunes. On dirait presque que ça peut être des enfants. En tout cas, en France, ça serait perçu comme ça. Même pendant leurs études, ils continuent. Alors, pendant leurs études, mais même des fois avant leurs études, la traductrice avec qui on avait travaillé, par exemple, elle me disait qu'à 13 ans, dans son collège, elle travaillait à la bibliothèque, elle rangeait les livres et en échange, elle avait un petit salaire. Donc à 13 ans, en France, ça paraît très fou de se dire on va demander à un collégien de travailler en échange d'un salaire. Donc c'est possible. Donc il y a cette idée très jeune que travailler, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et puis, ça revient aussi au modèle de flexi-sécurité, c'est-à-dire probablement que pourquoi les entreprises n'ont pas de problème à embaucher ces jeunes qui ne sont pas forcément qualifiés, pas très formés, n'ont pas d'expérience, c'est que comme il est quand même très facile aussi de licencier, si on peut rentrer facilement, on peut sortir facilement, donc ça peut encourager les entreprises à embaucher des jeunes. En tout cas, c'était un des arguments qui était mis en avant par les directions des job centers, c'est l'équivalent de France Travail qui existe au Danemark. Alors, on voit aussi dans votre reportage des seniors qui continuent à travailler. Ça contraste avec ce qui se passe en Belgique, en France, où les seniors ont de plus en plus de mal à avoir ou à retrouver un emploi. Est-ce que c'est vrai dans tous les secteurs d'activité ? Parce que là, vous êtes dans un secteur industriel. Oui, c'était effectivement dans une usine métallurgique. Alors, c'est assez vrai dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'ils ont un taux d'emploi des plus de 60 ans qui est extrêmement élevé par rapport à la moyenne OCDE et par rapport surtout au reste de l'Europe. Là aussi, il y a plusieurs aspects. L'âge de la retraite, chez eux, aujourd'hui, c'est 67 ans. Demain, ça sera peut-être jusqu'à 70 ans. Donc, quelque part, il faut bien continuer à embaucher cette population si on veut que les cotisations rentrent. Et donc, le regard aussi de la population et des chefs d'entreprise sur les seniors est très différent de celui qu'on peut avoir en France. Moi, que ça soit dans le tertiaire ou dans l'industrie, effectivement, les chefs d'entreprise m'ont dit qu'ils n'avaient pas de problème avec une main-d'œuvre qu'on considérerait comme âgée, voire très âgée chez nous. Et une des clés, quand même, pour maintenir cette population dans l'emploi, c'est la formation professionnelle tout au long de leur vie. Par exemple, dans cette usine métallurgique, là, nos 2 salariés qui avaient 63 ans, tous les ans, ils ont droit, c'est même une obligation de l'entreprise de les former, 5 jours par an de formation. Et c'est quand même un moyen de maintenir les gens dans l'emploi, de maintenir à flot leurs compétences, leur niveau de compétences, pour qu'ils ne soient pas, au fur et à mesure, finalement, dépassés par rapport à leur travail. Aujourd'hui, on l'a dit, les attentes des employés ont beaucoup changé. On peut dire vraiment qu'il y a eu un avant et un après Covid, Chantal Gamperlé.
Je dirais que le Covid a été un amplificateur. On parlait des jeunes générations tout à l'heure. C'est clair que les attentes là de plus de flexibilité, de meilleurs rapports vie personnelle, vie privée, plus de sens, plus de transparence, avoir droit aussi à s'exprimer. Voilà, ça challenge énormément un modèle hiérarchique, rigide, voilà, et probablement passé. Maintenant, les choses vont se faire progressivement. Et le fait que les jeunes générations aient ces attentes probablement un peu plus homogènes, ça va gommer probablement avec le temps les différences fortes qu'on constate encore dans les modes de management. Eh bien, Chantal Gamberlé, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à vous, Sophie Brune, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de votre reportage. Merci.